Bon, là, ça rigole plus. Il y a quelque temps, vous le savez probablement, j'ai sorti une application, Legendex, dans laquelle chacun peut découvrir les lieux les plus étranges et insolites à proximité de chez eux. Il y a un peu de tout, des ruines, des épaves, des fontaines magiques et des lieux bizarres ajoutés par les utilisateurs eux-mêmes. C'est ça qui est cool avec cette appli, les gens peuvent soumettre des lieux du fin fond de leur village que je n'aurais jamais pu trouver tout seul. Et parfois on m'envoie des trucs très chelous. Aujourd'hui j'avais envie de vous en présenter trois lieux terrifiants méconnus qui ont une histoire tout aussi terrifiante. Car derrière la beauté apparente de la France, loin de ses belles architectures, son romantisme et sa prestigieuse cuisine, se cache un pays mystérieux, ancien et chargé de sombres histoires. Tout le monde connaît l'abbaye de Mortemer en Normandie, à qui colle la réputation d'être l'un des lieux les plus hantés de France. Ou bien le château de Vos, qui serait l'un des lieux du pays les plus chargés en phénomènes paranormaux. Mais aujourd'hui, on va parler de lieux obscurs, pas vraiment connus en dehors de leur commune, ce qui les rend, je trouve, encore plus terrifiants. Le fait que ces lieux soient évités par les locaux, voire qu'ils génèrent de l'angoisse, de la peur chez les habitants qui habitent à proximité, alors que pourtant, leur histoire ne sort que rarement des frontières locales, tout ça m'interpelle. Les histoires qui vont suivre, peu médiatisées, étaient peut-être destinées à rester secrètes éternellement. Et peut-être vais-je réveiller ce soir les esprits qui s'y tapissent depuis des décennies. Si vous habitez en campagne ou que vous voyagez fréquemment en campagne, vous avez probablement déjà vu, voire exploré, une maison hantée. Souvent isolées, ces maisons qui progressivement se font dévorer par la végétation sont au cœur des rumeurs et superstitions des petits villages. Si certains croient dur comme fer à ces rumeurs, la plupart des personnes en jouent, en rigolent voire même n'y croient pas du tout. Mais dans le petit village de Loupian, il existe une vieille bâtisse appelée la Villa des Tilleuls. La différence ici, c'est que son aura diabolique a traversé les générations et demeure toujours intacte chez une bonne partie de la population. Mes parents et tout, ils ont toujours dit la maison hantée. Ah oui, Ah ouais. déjà à l'époque. Ah oui, même mes grands-parents. Mon père est mort il y a quelques années, ça fait que il ne va plus venir. Ouais. Vous n'avez jamais habité cette maison? Jamais, on n'a pas habité. Est-ce que vous savez où elle est? C'est celle qui bouge là-bas, parce qu'il y en a une autre, là où ça tremble. Là. Et ça va, c'est pas dangereux, il n'y a pas de gens bizarres. Ici, tant qu'il fait jour. Hein. Ah ouais? Ouais, parce que la nuit, ça vole partout là. La Villa des Tilleuls date de 1880 et a été construite par un certain Vivarès qui, étrangement, n'a jamais voulu y vivre. Encore plus bizarre, différents propriétaires vont se succéder, et soit ils ne vont jamais y habiter, soit ils ne resteront que peu de temps avant de la revendre. Très vite, la Villa des Tilleuls sera affublée d'un nouveau nom. Feitamal, soit Fais ta valise en patois, va-t'en. Tous les propriétaires vont confier y être mal à l'aise. Ils n'arrivent pas à y dormir, des objets se mettent à voler sans raison et des lumières inconnues clignotent la nuit. Et surtout, tous les propriétaires confient y entendre des sons qui viendraient de sous le sol. La maison a été construite sur un ancien domaine gallo-romain qui servait autrefois à la culture du tilleul et il semble que durant des siècles, personne ne s'est jamais plaint de l'endroit. Non, toutes ces histoires n'ont commencé qu'une fois la villa construite, signe que peut-être elle a été construite sur un site maudit, qui fait tout pour faire partir les rares personnes qui ont tenté d'y passer la nuit. Ou alors, c'est tout simplement le fait que Feitamal soit isolé, qui a déclenché la peur de ses habitants. Peur qui s'est propagée au reste du village et qui, par psychose collective, en a fait la maison hantée que l'on connaît maintenant. Les nuits qu'il est resté là-bas, il entendait des bruits plutôt souterrains. Que d'après lui, il y aurait eu un souterrain qui reliait la maison hantée en passant par la maison dans l'Oromena, en allant au moulin de Cavalier, puisque moi-même j'ai trouvé un morceau de souterrain dans la maison, même où j'habite dans le village. Plusieurs habitants sont convaincus que sous la maison se trouverait un souterrain caché et que les sons entendus par les différents propriétaires viendraient de ce fameux tunnel secret.
Mais au-delà de ces bruits énigmatiques, des lumières et des objets qui auraient volé entre ces murs, les habitants de Loupian propagent d'autres rumeurs dont il est difficile de savoir si elles sont réelles ou non. Parmi les plus populaires, on y retrouve le suicide d'une jeune fille, ainsi que la présence de SS durant la Seconde Guerre mondiale qui auraient pris possession des lieux afin d'y torturer des résistants. Une maison hantée typique d'un village de campagne, me diriez-vous, bien qu'assez originale, mais rien de très frissonnant. Mais si je vous parle de cette ancienne villa, ce n'est pas pour rien. Et croyez-moi, les frissons, ils arrivent. Alors que l'histoire de Feytamal disparaissait progressivement des mémoires, les années 2000 et son lot d'avancées technologiques vont remettre cette sombre demeure sur le devant de la scène. Grâce à Google Maps, aux photos de plus en plus détaillées et bien sûr aux drones, il était maintenant possible pour tout le monde de voir la Villa des Tilleuls vue du ciel. Elle se voit alors octroyer d'un troisième nom qui est aujourd'hui le plus connu, la Maison Cercueil. Car en effet, depuis sa création, la maison était en fait entourée d'un enclos en forme de cercueil géant. De quoi relancer les doutes, les superstitions et l'angoisse chez les habitants qui avaient presque réussi à enfin l'oublier. La Villa des Tilleuls, baptisée Feytamal et devenue la Maison Cercueil, était revenue les hanter. Ouais, c'est frissonnant. Et vous commencez à me connaître. Ce qui fait que cette histoire me fait froid dans le dos. Ce n'est pas ce qui a pu s'y passer ou ce que l'on raconte à son sujet. C'est qu'on ne saura jamais pourquoi Vivarès, l'homme derrière l'origine de la demeure et donc de ce mur à la forme de cercueil, pourquoi Vivarès a construit l'endroit comme ça. Il est mort depuis longtemps maintenant. Il a emporté le secret de cette maison dans sa tombe, pour ne pas dire son propre cercueil. Tant de questions restent en suspens à propos de cet endroit. Pourquoi est-ce qu'il l'a construit? Pourquoi ici? Pourquoi est-ce qu'il l'a quitté directement sans même y habiter? Est-ce qu'il a voulu conjurer quelque chose, maudire l'endroit? Est-ce une blague qu'il a lui-même façonnée? Est-ce que c'est un hasard cette forme de cercueil? On n'en sait rien. Et ce qui est terrifiant, c'est qu'on n'en saura jamais rien. Si vous voulez vous rendre dans la maison, sachez qu'elle n'a aujourd'hui plus aucun charme. Il y a encore une vingtaine d'années, on pouvait y retrouver des meubles, des rideaux, des décorations. Mais suite à la popularité de la maison cercueil sur Google Maps, les gens sont arrivés et ont tout saccagé. C'est rempli de tags, il n'y a plus aucun meuble, même l'escalier qui mène à l'étage a été détruit par des squatteurs, bref, une triste fin pour ce lieu qui en a fait redouter plus d'un. Mais rassurez-vous, le prochain lieu, lui, est encore tel quel et renferme une histoire tout aussi voire plus perturbante. Rendons-nous au nord de la France, vers une structure perdue au milieu des champs. À la fin du 19e siècle, ces terres appartenaient à un certain Bertin de Nice, un homme riche et guère apprécié par les villageois de Zegers-Capelle. Alors on ne sait pas trop pourquoi les gens ne l'aimaient pas. Peut-être qu'il était bizarre, peut-être qu'il était méchant, peut-être simplement que les gens l'enviaient, on n'en sait rien. Mais une rumeur commençait à se propager dans les rues du Nord. Bertin de Nice aurait pactisé avec le diable. Alors oui, je sais, aujourd'hui ça nous fait marrer, mais à l'époque, les superstitions sont tenaces. Les gens se méfient de cet homme et se questionnent sur sa richesse, qui semblerait inexplicable. Il possède bien des champs, activité rentable certes, mais ça n'explique pas tout. Les gens se demandent donc s'il n'aurait pas vendu son âme au malin, contre une immense fortune. Jusqu'au jour où Monsieur de Nice annonce la construction d'une chapelle vouée au culte de la Vierge. Une chapelle au milieu de ses champs, dans laquelle il souhaite être enterré après sa mort. À partir de là, il n'y a plus aucun doute pour les villageois. S'il a assez d'argent pour se faire construire une chapelle et s'il est prêt à tout débourser pour sa construction afin d'être protégé à sa mort, c'est bien qu'il a pactisé avec le diable et qu'il espère que la Vierge préservera son âme. Les gens vont tout faire pour l'éviter. Ce petit manège va durer pendant des années
Et le 1er septembre 1889, Monsieur Denis expire son dernier souffle. Comme il le souhaitait, le lendemain, on l'enterra dans sa chapelle. Mais comme le voulait autrefois la tradition, puisqu'on le soupçonnait d'avoir vendu son âme au diable, on retourna son corps avant de le mettre dans le cercueil. C'est-à-dire que son visage était face au sol et on ne voyait que son dos lorsqu'on referma la sépulture. Les funérailles se firent assez vite, d'une part car personne ne l'avait aimé de son vivant, d'autre part car les villageois n'étaient pas très rassurés de la présence possible du malin, qui allait certainement revenir pour réclamer son dû. La chapelle Bertin-Denis, c'est donc l'histoire d'un homme sur lequel circulaient de sombres rumeurs. Un homme riche à la fortune énigmatique qui se fit enterrer dans sa propre chapelle. Et jusque-là, rien de très anormal en fait. D'ailleurs, les villageois vont vite reprendre leur train de vie après les funérailles. Jusqu'au jour où, un matin, un villageois passe à côté des champs et se rend compte qu'il y a moins de bêtes dans les pâturages qu'à l'accoutumée. L'information circule très vite dans le petit village et chaque jour, les habitants de Zegerskapelle remarquent que tous les matins, des animaux disparaissent. On n'ose plus approcher les champs. Les rumeurs sur Bertin ne font plus rire personne. L'endroit est probablement maudit. Et pour les paysans des champs voisins, aucun doute, Bertin-Denis est devenu un vampire. Un vampire, à l'époque, rappelons-le, c'est terrifiant. Encore une fois, les petits villages étaient très superstitieux et on associe très facilement les créatures de la nuit à d'anciens humains qui ont vendu leur âme au diable et qui ne peuvent trouver le repos éternel. Mais un matin brumeux, on aperçoit à travers le brouillard, juste à côté de la chapelle, un cochon mort, déchiqueté de part en part. Le corps de l'animal est déchiré, presque méconnaissable. Ce ne peut pas être une bête sauvage puisqu'aucune partie n'a été dévorée. Tout est encore sur place dans un carnage qui semble pensé et calculé par un psychopathe. Cette fois-ci, c'en est trop et tous les paysans décident de se rassembler à la chapelle. Une fois à l'intérieur, ils déterrent la tombe, ouvrent le cercueil et ce qu'ils voient va jamais changer leur vie. Le corps de Monsieur Denis était retourné, le dos face au sol, le visage vers le ciel. À partir de là, même les paysans vont quitter les lieux, et plus personne n'osa approcher les champs pendant plus de 50 ans. La chapelle porta localement longtemps le nom de chapelle du vampire et pas mal de rumeurs vont naître au début du XXe siècle. Certains auraient vu la chapelle saigner, d'autres auraient déterré à leur tour le cercueil, de nuit il n'y aurait vu aucun cadavre, tandis que le lendemain le corps était revenu à sa place. On raconte aussi que d'étranges disparitions de villageois auraient eu lieu et que certains curieux y seraient morts, bref, un lieu à éviter à tout prix. Selon la mairie de Zegerskapelle, l'histoire de la chapelle se fit oublier durant les guerres mondiales. Et si quelques anciens tentèrent de garder ces événements dans les mémoires, la figure du vampire tomba progressivement en désuétude, si bien qu'aujourd'hui, la plupart des villageois qui se promènent tranquillement dans les alentours de la structure ignorent qu'elle fut un lieu de terreur pour leurs arrière- et arrière-grands-parents. Comme pour la maison cercueil, il y a comme une sensation d'inachevé, comme si l'histoire n'était pas terminée. Qu'est-il advenu du corps de Denis? Est-il toujours retourné dans son cercueil? Est-ce qu'on n'aurait pas eu affaire à un voleur de bétail qui, pour ne pas se faire prendre, aurait lui-même tué un cochon pour que les villageois suspectent Denis? Ou est-ce qu'on n'a pas inventé tout ça pour salir encore plus la réputation de cet homme? Mais alors comment expliquer le corps retourné? D'ailleurs, d'où provenait sa fortune? Avait-elle vraiment une origine inexplicable? Malheureusement, on n'en saura rien. Et ouais, c'est frustrant. Plus qu'à attendre que le Grand JD ou GusDX viennent y enquêter. Pour ce dernier lieu, on se rend en Côte d'Or, non loin de Dijon, où se trouve une mystérieuse structure abandonnée, que l'on appelle la Porte du Diable. Alors, on l'appelle comme ça car d'étranges apparitions y auraient lieu, parce que l'endroit était fréquenté par plusieurs sectes, mais aussi car on retrouve, au-dessus de la porte, le visage du diable. Et puisque cet endroit m'intriguait fortement, et croyez-moi, il va vous intriguer à votre tour,
j'ai décidé d'y aller. On voit qu'il y a un petit sentier de l'autre côté. C'est étrange de voir une porte comme ça au milieu de nulle part. On voit la figure du diable ici. Alors c'est fou, vous pouvez pas le voir, mais ma caméra détecte un visage pile sur le visage du diable. Bon bah ça met dans l'ambiance. Alors, par où commencer? Déjà, on ne sait pas depuis quand cette porte se trouve ici, ni pourquoi elle a été construite. Et vous commencez à le comprendre, moins on en sait, plus ça m'attire. Ce qu'on peut dire avec certitude, en tout cas, c'est que cette porte appartenait autrefois à l'hôtel Bernardon de Dijon, qui a été détruit lors de la Révolution en 1789. Mais qui a donc transporté la porte sur plus de 8 km et dans quel but? Rien n'est sûr. Tout ce qu'on sait, c'est qu'en 1848, un certain Hyas Bonnet hérite de ces terres et malgré de longues études en droit, décide soudainement de consacrer sa vie à l'agriculture. Quand on lui demandait la raison derrière un tel changement de carrière, il répondait sobrement « L'innocence des champs rend l'homme égal aux dieux ». Sans se soucier des qu'en dira-t-on, il va se mettre à transformer tout le domaine en une immense ferme composée de bergeries, d'écuries et tout un tas de constructions dont aujourd'hui ne subsistent que quelques ruines. Si cette histoire est déjà assez singulière, le pays dijonnais va réellement connaître Hyas Bonnet au moment de sa mort, puisque le monsieur sera enterré selon sa volonté à proximité de la fameuse porte. Cette porte, donc parlons-en, il y a 3 grandes théories à son sujet. Soit elle avait déjà été amenée ici avant l'arrivée de Hyas Bonnet, soit c'est lui qui l'a édifiée à cet endroit durant ses travaux, soit ce sont les villageois après sa mort qui l'ont érigée sur ces terres. Si c'est lui qui l'a construite à partir des restes de l'autel, alors cette étrange forme qui accueille les promeneurs ne serait pas le visage du diable, mais tout simplement un bonnet phrygien, armoirie de Hyas Bonnet et symbole de la liberté. Mais il est aussi possible que ce soit les villageois qui l'aient amené jusqu'ici après la mort du propriétaire des lieux, et qu'ils auraient forgé cette tête de diable en raison des étranges apparitions qui se manifestaient autour de sa tombe. En effet, et c'est là que l'histoire devient vraiment bizarre, tout un tas de témoignages de phénomènes paranormaux vont commencer à circuler dans les villages voisins. Des phénomènes qui se déroulent à chaque fois dans les alentours de la porte et à proximité de la tombe du propriétaire. Et quand je dis tout un tas de phénomènes paranormaux, ce n'est pas pour rien. La plupart du temps, un lieu hanté, le folklore en fait un lieu hanté par une seule entité bien définie, comme la Dame Blanche pour prendre un exemple assez connu. Et les manifestations sont elles aussi tout autant définies. Silhouette blanchâtre, cris de femme, etc., etc. Mais à la porte du diable, si des centaines de témoignages s'accordent à dire qu'il s'y passe des choses anormales, personne ne raconte en réalité la même chose. On y aurait vu des fantômes, des boules de feu qui apparaissent et disparaissent soudainement, des flashs lumineux, des créatures qui se cachent entre les arbres. Certains affirment qu'il ne leur arrive que des malheurs depuis qu'ils sont entrés dans le domaine, d'autres qu'ils y ont entendu des cris, des murmures, voire des sons qu'ils n'avaient jamais entendus auparavant. On relate aussi des cas de jeunes personnes qui se sont rendues et qui n'ont jamais été retrouvées, et pendant un temps, les gens y auraient vu d'énormes chiens noirs qui s'évanouissent dans les ténèbres. C'est ce dernier élément qui m'a le plus intrigué d'ailleurs. Quand je bosse sur Légendex, je suis amené à me renseigner sur les folklores de nos régions. Et les témoignages de chiens noirs, c'est pas vraiment dans les coutumes des Français. C'est beaucoup plus un truc qu'on va retrouver en Angleterre par exemple. Ceci montre la diversité improbable des témoignages qui entourent le lieu. Lieu qui n'est donc étrangement pas attaché à une légende, mais bien à tout un tas de témoignages aussi différents les uns que les autres. Mais cette histoire de chien, elle m'est restée dans la tête, et figurez-vous que j'ai eu une belle frayeur. À quelques mètres de la porte, on peut y trouver un vieux tunnel qui mène à un cul-de-sac.
Alors que je commençais à m'enfoncer dedans, dans un silence de plus en plus étouffant, un chien va soudainement aboyer et me faire fuir du tunnel. Alors, rien de surnaturel, malheureusement, et j'ai vite repris mes esprits. Il y avait tout simplement des chiens dans la demeure en surplomb, et le tunnel avait sûrement été condamné car il amenait à une propriété privée. Rien de surnaturel, mais sur le moment, ça m'a bien fait flipper. L'endroit a attiré plusieurs groupes occultes au fil des années et sera même le théâtre de réunion de certaines sectes, dont la plus connue est Amour et Miséricorde, une secte qui prend justement racine ici. En 1996, une nuit d'été, Eliane Deschamps va apercevoir une dame blanche près de la porte du diable. Après cette révélation, tous les mois, elle organisera un pèlerinage à minuit 06, heure à laquelle on pourrait y voir le fantôme, et de nombreux fidèles viendront la rejoindre au fil des années, pensant que la Dame Blanche était la Vierge Marie qui lui confiait de nouvelles directives. Aujourd'hui, la secte a été démantelée. Eliane Deschamps a été condamnée l'année dernière à 2 ans de prison, mais beaucoup continuent de dire qu'à minuit 06, il se passe des choses étranges à l'ancienne ferme de Hyas-Bonnet. Pour ma part, à part la petite frayeur avec les chiens, il ne s'est rien passé de très bizarre. Être dans un lieu assez isolé comme ça, entouré de belles ruines en forêt, ça a plutôt tendance à me faire rêver, à m'apaiser. Et j'ai plus vu le coin comme un lieu féerique parfait pour laisser parler ses inspirations et son imagination, plutôt qu'un endroit maudit. L'endroit sera-t-il aussi accueillant pour vous ou au contraire vous traumatisera-t-il ? Qui a amené la porte du diable ici et pourquoi Hyas-Bonnet a-t-il voulu construire une ferme à cet endroit ? Voilà des questions auxquelles on ne pourra malheureusement pas répondre. Mais c'est ce qui fait le charme, je trouve, de ce lieu unique. La porte du diable reste et restera pour beaucoup une porte vers un monde où tout est possible. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez explorer davantage de lieux étranges, vous pouvez retrouver mon application Legendex sur le Play Store et l'App Store. Et si vous voulez vous plonger dans les plus grands mystères de l'Hexagone, j'ai déposé dans le tunnel de la Porte du Diable un exemplaire de mon livre Les sombres énigmes de l'histoire de France, qui est disponible dans toutes les librairies. On se retrouve la semaine prochaine, ou plutôt si l'on se croise au détour d'une ruine chelou. La bise!